Merci beaucoup à tous les deux et je propose donc en dernière présentation, donc ce matin Naval Group nous a présenté un peu les domaines d'emploi qu'ils voyaient et là on leur a demandé de faire l'exercice plutôt au niveau technologique, de dire ben voilà on a vu tous ces objets qui sont déjà une réalité et ben si on prend un peu de hauteur et d'une réflexion un peu systématique sur la technologie et ben donc c'est Denis Gagné, je vous invite à venir pour nous faire part un peu de l'état des réflexions côté Naval Group, justement sur les défis technologiques à la mise en œuvre des drones. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc mon collègue a eu la lourde tâche d'initier la séance de présentation. J'ai également la lourde tâche de clôturer les séances de présentation avant la table ronde. Donc je m'appelle Denis Gagneux, je suis en charge de la R&D pour Naval Group sur le segment drone qui va couvrir évidemment les drones de surface, les drones sous-marins et leur intégration. Donc aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, c'est évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les éléments, mais c'est de dresser un peu un panorama des enjeux technologiques qui vont nous permettre ensuite de débattre autour de la table ronde. Donc sur cette première slide, j'ai résumé à peu près l'ensemble des enjeux tels qu'on le voit, nous, en interne, sur la mise en œuvre des drones, et notamment quand on va chercher à faire le développement technologique. Donc il a été beaucoup question de ça ce matin. L'humain, finalement, on parle de drone, on parle de système autonome, mais l'humain revient toujours au centre de nos discussions. Et le premier enjeu pour nous, c'est évidemment que les drones agissent sous le contrôle humain. Alors humain, c'est pas tout le temps un humain en téléopération, ça peut être le cas échéant en délégation ou en supervision, mais on a toujours, à un moment ou à un autre, l'humain dans la boucle qui puisse réaliser l'ensemble des opérations. Ensuite, le drone, eh bien évidemment, son comportement ne doit pas être erratique ou complètement différent en fonction de chaque situation, mais il doit appliquer un raisonnement, ce qu'on appelle un raisonnement tactique, pour réaliser ses missions. Donc c'est finalement le fil conducteur et le cadre de réflexion qui doit être adopté par le drone. Ensuite, un enjeu qui est important pour nous aussi, parce que quand on parle de drone, on va parler de... On n'imagine pas qu'un drone soit utilisé tout seul dans son coin. Donc il va devoir forcément interagir avec d'autres systèmes, des systèmes classiques, habités ou autres. Et donc l'interopérabilité, c'est un point extrêmement important, non seulement entre drones, mais également entre systèmes habités et drones. On en a parlé, je ne vais pas revenir en détail, mais évidemment l'aspect lancement-récupération est un point très important. Alors on a vu des présentations sur le lancement-récupération plutôt d'objets de surface, mais on a aussi toute la problématique de gros engins sous l'eau, donc de XLUV, qui est aussi un élément important sur lequel on travaille, qui est dimensionnant, parce qu'on l'a cité précédemment. Évidemment, si on ne sait pas le lancer ou le récupérer, l'objet, le drone, ne nous servira à rien. Ensuite, un élément important pour nous, parce qu'on travaille sur tous les milieux, on travaille sur le milieu sous-marin, surface et dans les airs également, c'est de pouvoir avoir des objets qui soient utilisables multimilieux, et sachant que chaque milieu a ses contraintes. On parlait ce matin de contraintes, évidemment, limitation de communication sous l'eau. Évidemment, on n'a pas le GNSS sous l'eau. Et sur la surface, on a des problématiques de coactivité avec d'autres embarcations, etc., etc. Donc c'est un enjeu fort. L'avant-dernier enjeu pour nous, c'est d'assurer la sécurité et la sûreté des éléments, ce qui n'est pas forcément trivial, mais c'est un enjeu fort. Et finalement, le dernier, on vient d'en parler, qui est de garantir le respect de la réglementation en devenir ou existante, qui est extrêmement fort. Et pour ça, quand on parle d'enjeux, en face, on a les défis. Si on parle de programmes classiques de bâtiments de surface ou de sous-marins, on est sur des cycles de développement et des cycles d'exploitation qui se comptent en dizaines d'années. Aujourd'hui, on voit très bien que pour l'utilisation de drones, on a une forte accélération, qui plus est avec des besoins opérationnels forts qui s'accélèrent. Et donc, on est obligé de suivre cette cadence-là, et c'est un défi majeur de pouvoir cohabiter dans ces deux mondes-là, dans des programmes qui sont à des longues échéances et des drones qui nécessitent une accélération forte de développement et d'intégration technologique. Ensuite, sur l'aspect technologique, on voit que
eh bien, on a de plus en plus de technologies embarquées et donc on a une difficulté, alors j'ai mis difficulté au carré, mais enfin de manière exponentielle. Dès lors où on a besoin d'intégrer différentes technologies complexes, eh bien, on parle de systèmes de systèmes de plus en plus complexes, donc il faut maîtriser cela. C'est un point important. On a également, quand on met l'homme dans la boucle, évidemment, il faut que l'homme puisse interagir et comprendre le comportement de ces engins et que, évidemment, son comportement soit explicable. Donc l'explicabilité est un point crucial et qu'on peut mettre à la hauteur du système de lancement-récupération. Dès lors où le comportement de l'engin n'est pas explicable ou prédictible, en tout cas explicable, eh bien, ça sera difficilement utilisable d'un point de vue opérationnel. Ensuite, on a d'autres défis, je vais passer rapidement. On a évidemment être capable de percevoir l'environnement indépendamment des aléas météo. Évidemment, les drones ne naviguent pas que quand il fait beau, plein jour, etc. Il faut pouvoir appréhender l'ensemble des conditions météo. Et le corollaire de ça sur la plateforme, c'est de maîtriser la dynamique de la plateforme dans des conditions d'état de mer élevé, ce qui est aussi important. Et puis finalement, on a les deux derniers aspects qui concernent plutôt les communications. Il faut qu'on puisse assurer les communications dans des environnements qui soient brouillés et sachant qu'on va chercher à atteindre, toujours augmenter en termes de performance. Et puis le dernier, on en parlait un petit peu ce matin, qui est disposer d'une énergie permettant de réaliser les missions au juste besoin. Il ne s'agit pas d'avoir un système d'énergie qui soit surdimensionné, qui va coûter trop cher, mais il faut qu'on puisse avoir le système énergétique qui corresponde à nos exigences. Avant de parler un petit peu de technologie, on en a parlé un petit peu ce matin, on a parlé de data, enfin de données, on a parlé d'expérimentation. Notre vision, c'est de pouvoir travailler sur les deux jambes finalement. D'un côté, on est obligé de travailler en simulation, en se basant sur un ensemble de briques technologiques, sur de la modélisation, de la simulation, qui va nous permettre finalement de soit générer de la data, pour faire de l'apprentissage, soit de l'apprentissage sur la data, soit de jouer directement à la simulation pour faire de l'apprentissage par renforcement dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Mais ça vient aussi enrichir le socle de données. Et derrière tout ça, derrière le capot, on a des modèles évidemment qui sont basés sur notre connaissance de la physique, mais qui peuvent aussi être des modèles hybrides, des modèles sur notre connaissance de la physique et de l'hybridation avec de l'IA. Et finalement, on a un socle de base qui va s'enrichir et qui va nous permettre de travailler dans un environnement de simulation auquel on couple sur la partie droite des expérimentations. Donc on est également très convaincu qu'il faut réaliser des démonstrations. Et c'est pour ça qu'on se base, nous, sur des démonstrateurs et qui vont venir tester des technologies à la mer, mais également enrichir la base de données qui nous permettra ensuite soit d'évaluer des fonctionnalités, soit, comme j'ai cité précédemment, réaliser les phases d'apprentissage des algorithmes d'intelligence artificielle, et puis après, tout ce qui est qualification. Alors cet environnement de simulation, pour nous, on doit pouvoir, ces environnements de simulation et d'expérimentation, on doit pouvoir agir dans 3 niveaux d'innovation, que ce soit l'innovation incrémentale, on va dire à peu près classique, innovation de rupture, où ça veut dire qu'on autorise des équipes à travailler dans un contexte particulier, à vraiment essayer de sortir des modes de réflexion habituels pour essayer de trouver d'autres solutions et d'avoir une approche un peu différente. Et puis finalement, le dernier niveau, c'est un peu innovation ouverte ou collaboration. Donc c'est important de garder également l'ensemble des académiques dans la boucle avec des travaux scientifiques et ou d'autres entreprises. Alors cette slide, est-ce qu'elle rend... Oh, c'est à peu près lisible, j'avais peur que ce soit trop petit. Sur l'ensemble des technologies, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des technologies, mais sur cette slide, finalement, vous avez l'ensemble des technologies qui nous intéressent et qui sont... qui peuvent pas en 10 à 15 minutes, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais qui finalement, d'une manière ou d'une autre, doivent être maîtrisés pour mettre en œuvre des drones, que ce soit des drones sous l'eau ou sur l'eau, ou aériens également. Alors on a les systèmes de lancement-récupération, on en a été question précédemment. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Les communications, il y a la cybersécurité qui est un élément indispensable. Si je fais une analogie sur un bâtiment habité, si on a un problème de cybersécurité, on peut imaginer avoir du personnel pour intervenir, même si c'est un problème prégnant. Sur un drone, il faut absolument que le système soit complètement sécurisé par rapport à ça.
Ensuite, on a tous les domaines classiques, mais qui doivent être revisités finalement, notamment sur les structures, les matériaux, parce qu'on a des enjeux forts. Alors quand on va sous l'eau, quand on monte en pression, ou quand on est soumis à des mouvements de mer très forts, sachant qu'on va chercher à minimiser les tailles d'embarcation pour réaliser des missions. Et donc, on a ces enjeux forts, classiques, on va dire classiques d'architecture navale, hein, mais qui, sur des paradigmes drones, où on va chercher à intégrer les capteurs pour les missions, des effecteurs qui peuvent être importants. Aujourd'hui, on n'en a pas tellement parlé, c'est pas forcément l'objet du colloque, mais on a, si vous voyez sur la slide, on a une brique technologique qui est engagement armes. Dès lors, on va intégrer ce genre de technologie à bord de drones, et bien évidemment, on aura le triptyque armes, plateforme et système de détection avec des enjeux forts sur cette boucle-là. Je parlais tout à l'heure de la modélisation, hein, c'est un enjeu fort, non seulement sur l'aspect simulation, donc préparation, mais également en bord. J'ai une dernière slide pour illustrer un peu ça tout à l'heure, dans lequel il ne faut pas mettre... On parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est très bien, il faut avancer, mais il ne faut pas oublier la physique, ce qui est un élément important que, quand je dis physique, ça va être pour nous l'hydrodynamique, l'acoustique, l'énergie, tout ce qui est HF également. C'est des éléments importants sur lesquels il faut avoir un œil et sur lesquels il faut avancer. Sur la partie de gauche, vous avez les systèmes de centre opérationnel. Je reviens toujours finalement sur l'opérateur avec du man-machine teaming. On parlait ce matin de formation. Donc évidemment, il y a l'aspect formation et interface entre l'homme et la machine. Donc on voit tous qu'avec des technologies type LLM comme ChatGPT & Co., c'est le début, c'est une partie des capacités de faire du machine teaming. Il ne faut pas perdre de vue qu'en face de nous, on peut avoir des personnels formés qui vont faire partie de l'équipage ou de l'environnement de l'équipage. Mais si je reviens sur mon enjeu tout à l'heure, le drone doit être aussi en capacité d'interagir avec son environnement. Typiquement, on a ou de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et si je prends un exemple simple, sur les communications VHF, s'il y a des communications VHF qui se réalisent dans son environnement pour des bateaux, pour des raisons X ou Y, qui vont échanger pour mettre à jour leur plan de navigation ou autre, dans le cadre réglementaire bien sûr, eh bien, on doit pouvoir comprendre, interpréter et prodiguer des conseils sur la mission. On a évidemment le multi-agent, tout ce qui est planification de mission et simulation, je reviens. Et finalement, je vais juste terminer sur cette slide-là qui concerne l'intelligence embarquée, qui nous, finalement, va s'appuyer sur trois enjeux majeurs. Un, le jumeau numérique. Dès lors où on doit embarquer une intelligence embarquée, on doit avoir une capacité finalement de planification à bord, donc qui va prendre finalement en compte une certaine modélisation et de le véhicule et de l'environnement, avec comme mise à jour la perception, donc la vision à l'instant T, ce qui nous permet de connaître la meilleure vue à l'instant T et après de se projeter dans le futur pour échafauder finalement différents plans. Donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, quand on parle de perception de l'environnement, donc là c'est un petit peu ce qui a été dit dans la table ronde ce matin, classiquement on va exploiter l'ensemble des capteurs avec des traitements classiques ou du traitement du signal ou de l'IA. Mais après il y a à bord je vais prendre un exemple simple, à bord d'un bateau par exemple, eh bien, on a toujours un opérateur qui vient régler le radar, le gain, etc., etc. Eh bien, à bord d'un drone, c'est pareil, au-delà du traitement du radar, donc faire l'extraction des plots, des pistes, etc., qui va dire le traitement à peu près classique, il faut également pouvoir optimiser le réglage des capteurs, que ce soit leur réglage et ou leur positionnement. Quand je dis leur positionnement, ça veut dire qu'il y aura forcément des choses qui vont aller les unes contre les autres. Il faut peut-être que je me positionne à tel endroit pour avoir un meilleur éco-radar pour faire ma surveillance. Mais pour faire ça, pour faire une autre opération, j'ai peut-être un positionnement qui va être contradictoire. Donc finalement, le rôle d'intelligence embarquée, c'est d'aller étage par étage, c'est-à-dire que le traitement de chaque capteur. Et au-dessus de ça, on a l'intelligence qui va nous permettre d'optimiser la mission en relation avec les opérateurs, alors que ce soit en téléopération et ou pas que en téléopération.
parce qu'on l'a cité précédemment, tout ce qui est objet sous l'eau, eh bien évidemment, c'est pas de la téléopération, donc le rôle de l'intelligence embarquée est d'autant plus prégnant. Mais par contre, il faut que le déroulé de la mission soit toujours explicable à l'utilisateur. Et dernier pan de cette slide, c'est toujours sous le couvert, ce que vous voyez en bas à gauche, de la cybersécurité, de la sûreté et de la doctrine. Donc, la doctrine au sens large, pour nous, c'est le sens de la mission du drone. Voilà en quelques mots, très rapide, puisque pour rentrer en détail, il aurait fallu beaucoup plus de temps. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc ces 3 interventions cadrent un petit peu les échanges qui vont avoir lieu et ils seront complétés par 2 PME, donc un spécialiste de la propulsion de l'énergie